Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez spécial, une Memorial Minute de la fac de médecine de Harvard. Elle est consacrée à Paul Maurice Zoll. Alors oui, c'est un hommage, mais c'est surtout une mine d'infos sur un homme qui a littéralement changé la cardiologie. Tout à fait. Notre mission, si on te dire, c'est de comprendre comment, à partir de ce qu'il voyait en clinique, et d'une certaine frustration aussi, il a mis au point des technologies qui sauvent des vies tous les jours. Exactement. Le document nous guide vraiment pas à pas, de ses débuts à ses inventions majeures. Alors, Paul Zoll, qui c'était ? Né au début du XXe siècle, il sort diplômé de Harvard College en 1932, et pas n'importe comment, summa cum laude. Ah oui, quand même. Mais, détail intéressant, au début, il était plutôt attiré par la philo, la psychologie. Il bifurque ensuite vers la médecine, diplômé de Harvard Medical School en 1936. Et là, petite surprise, le texte nous dit qu'il a carrément hésité à se lancer dans la pratique clinique. Intimidé apparemment parce qu'il appelait les géants cliniques de l'époque. Oui, c'est assez frappant cette hésitation initiale, surtout quand on voit ce qu'il a accompli ensuite. Ça contraste beaucoup avec l'assurance qu'il a dû montrer plus tard. C'est vrai. Et pour bien mesurer l'impact de ses travaux, faut vraiment s'imaginer la cardiologie de l'époque. Oui. Un arrêt cardiaque, c'était quasiment une sentence de mort. Immédiate. Et des maladies comme celle de Stokes-Adams, vous savez, ces pertes de connaissance brutales, parce que le circuit électrique du cœur se bloque par moments. Oui, le bloc de conduction. Voilà, le bloc de conduction, les médecins étaient très démunis, il n'y avait quasiment rien à proposer. D'accord. C'est vraiment dans ce vide thérapeutique que Zoll va intervenir. Son parcours est ensuite marqué par la Seconde Guerre mondiale. Il sert au Royaume-Uni comme cardiologue militaire. Là, il travaille avec Dwight Arkin, un chirurgien connu pour retirer des éclats d'obus près du cœur. Oui, un pionnier lui aussi. Et Zoll observe directement l'irritabilité du cœur pendant ses opérations à haut risque. Une expérience qui a dû le marquer, nourrir ses réflexions. Sans doute, oui. De retour à Boston en 1945, il se replonge dans la recherche clinique. Mais qu'est-ce qui a vraiment été l'étincelle ? La source est très claire là-dessus. C'est une rencontre, la perte d'une patiente plutôt, à la fin des années 40. Une femme de 60 ans qui souffrait de cette fameuse maladie de Stokes-Adams depuis quelques semaines. Elle décède et Zoll est profondément afflicté. Le document cite même ces mots. C'est vraiment le point de départ. Cela ne devrait pas arriver à un cœur parfaitement normal à l'exception d'un bloc de conduction. Il devrait être possible de stimuler le cœur. C'est puissant comme phrase. Oui. Il savait qu'il y avait eu des expériences, notamment sur des chiens en hypothermie dans les années 30. Callaghan et Bigelow, ouais. Voilà, qui avaient réussi à stimuler le cœur. Mais personne n'avait franchi le pas chez l'humain dans ce contexte précis. C'est là que ça bascule. Ce moment est absolument fondateur. Ça cristallise vraiment comment une impasse clinique, ce sentiment d'échec face à une mort qu'on juge évitable, peut devenir un moteur incroyable pour l'innovation. Et l'idée, elle sortait pas de nulle part. Il y avait ses travaux sur l'animal. Mais l'audace de Zoll, c'est de penser à l'appliquer à l'humain. Et surtout, de chercher une méthode externe, non invasive, pour le faire en urgence. Ça, c'était le vrai saut conceptuel. Et il agit vite. Dès 1950, il passe à l'acte. La source précise même qu'il a emprunté un stimulateur physiologique. Oui, au professeur Otto Crayé. C'est ça, qui servait pour le labo. Il commence sur un chien anesthésié. D'abord avec une sonde dans l'ésophage, puis, et c'est là que ça devient crucial, avec des aiguilles sous-cutanées comme électrodes, direct sur le thorax. D'accord, l'approche externe se dessine. Et arrive 1952, l'année clé. Il tente l'application clinique. Un homme de 65 ans, un cas lourd, maladie coronarienne, bloc cardiaque complet. Le courant passe plus du tout. Voilà, et des arrêts cardiaques à répétition, le cœur s'arrêtait complètement, à systolie, il applique ses électrodes externes, il envoie des impulsions électriques et ça marche. Incroyable. Le cœur repart. Et la stimulation externe maintient un rythme efficace pendant 52 heures. 52 heures. Oui, et le patient survivra 6 mois de plus. C'est une première mondiale. Publié direct dans le New England Journal of Medicine. Publication majeure, retentissement énorme. Mais voilà, pas que positif. Le document de Harvard le souligne bien. La réception a été, mitigée. C'est le moins qu'on puisse dire. Certains confrères, et pas des moindres, ont très mal vu ça, allant jusqu'à dire que c'était une intervention contre la volonté de Dieu. Ah oui, quand même.
C'est un exemple classique de cette tension qui accompagne souvent les grandes avancées médicales, surtout quand on touche aux frontières de la vie, de la mort. Tout à fait. D'ailleurs, fait assez savoureux que rapporte la source, Zoll a reçu un soutien inattendu. Ah bon? Oui, un éditorial du journal catholique The Pilot de Boston, qui expliquait en gros à ses lecteurs de pas trop s'inquiéter, parce que Dieu pouvait bien utiliser des moyens étranges pour agir. C'est incroyable cette anecdote. Mais bon, malgré la controverse, il lâche rien. Non, heureusement. Le document parle de plus de 50 articles originaux publiés par Zoll. Sa première grande contribution, c'est donc celle de 1952, la stimulation électrique externe pour l'arrêt cardiaque par asystolie. Quand il n'y a plus rien, le cœur est arrêté. La ligne plate. Exactement. C'était la première fois qu'on pouvait redémarrer et maintenir un rythme pendant des heures, des jours parfois, dans cette situation qui était désespérée avant. La source note que c'était aussi efficace pour les arrêts liés à une stimulation excessive du nerf vague ou ceux causés par des médicaments, l'anesthésie. Il faut bien mesurer ce que ça change. Avant Zoll, face à cette ligne plate sur le CG, on était juste spectateur, impuissant. Ouais. Lui, il transforme cette impuissance en action possible. C'est la naissance d'un concept fondamental. On peut suppléer électriquement un cœur défaillant. De l'extérieur, au moins temporairement. Ça ouvre la porte à toute la réanimation cardiaque moderne. C'est énorme. Mais son génie, c'est de ne pas s'arrêter là. Pas juste ce premier succès, aussi retentissant soit-il. Exactement. Et c'est là que ça devient, je trouve, encore plus passionnant. Après avoir trouvé une solution pour le cœur qui s'arrête, la systolie, il s'attaque à l'autre grand problème. Le chaos électrique. Voilà. Le cœur qui s'emballe de façon complètement chaotique. La fibrillation ventriculaire, les ventricules, les cavités principales, se contractent de manière désorganisée, elles frémissent, sans plus aucune efficacité. Et c'est l'arrêt cardiaque le plus fréquent chez l'adulte. Oui. En 1956, Zoll et son équipe mettent au point et appliquent avec succès chez l'homme une méthode de choc électrique externe, bref, haute énergie, pour stopper ce chaos et permettre au cœur de repartir normalement. C'est la défibrillation externe. Encore une révolution. Là aussi, il faut imaginer l'avant. La source le rappelle, la seule option désespérée, c'était d'ouvrir le thorax en urgence et de masser le cœur à la main. La chirurgie en catastrophe. C'est ça. Et en 1960, il montre que ces mêmes chocs peuvent aussi traiter d'autres emballements du rythme. Moins chaotiques, mais dangereux quand même. Les tachycardies, cœur rapide, qu'elles viennent des oreillettes ou des ventricules. C'est le deuxième pilier fondamental. Si on prend un peu de recul, ce que Zoll a fait est une logique implacable. Il a identifié les deux grandes pannes électriques mortelles du cœur, le pas de courant, l'asystolie, et le court-circuit généralisé, la fibrillation. Et pour chacune, il a développé l'outil électrique adapté, la stimulation pour relancer, le choc pour réinitialiser. C'est très clair dit comme ça. La défibrillation externe, surtout, a eu un impact phénoménal, parce que la fibrillation est très fréquente et très mortelle si on n'agit pas en quelques minutes. Oui, le temps est crucial. Pouvoir le faire sans ouvrir le thorax, ça a tout changé. Il a vraiment fourni la boîte à outils électrique de base de la réanimation. Une vraie boîte à outils, oui. Mais avoir les outils, c'est bien, mais encore faut-il savoir quand les utiliser. Et vite. Exactement. Le timing est essentiel. Pour que la stimulation ou la défibrillation marche, il fallait détecter l'arrêt cardiaque tout de suite chez les patients à risque hospitalisés. Donc logiquement, début des années 50, en parallèle de ses travaux sur les thérapies, Zoll et ses collaborateurs techniques, ils développent un moniteur cardiaque. La surveillance. Voilà, le document décrit un appareil avec un écran cathodique pour voir l'ECG en continu. Un signal sonore à chaque battement, le fameux bip qu'on connaît tous, et surtout une alarme qui se déclenche si le rythme ralentit trop ou s'arrête. Ces moniteurs, ce sont les ancêtres directs de toute la surveillance moderne. En soins intensifs, en salle d'op, aux urgences, partout où on surveille des patients fragiles. C'est vrai. Mais leur impact va au-delà de l'appareil lui-même. Comme le souligne très justement la source de Harvard, cette innovation, elle a posé les fondations techniques et conceptuelles des fameuses unités de soins coronariens, les USC. Ah oui, les USC. Ces services spécialisés qui sont apparus dans les années 60, dédiés à la prise en charge intensive des infarctus, des troubles du rythme. L'idée était simple mais révolutionnaire. On regroupe les patients à haut risque, on les surveille en continu avec ces moniteurs et on a le personnel et le matériel, stimulateurs externes, défibrillateurs, prêts à intervenir à la seconde, à la moindre alerte. Un système intégré. C'est ça.
C'est ce système intégré, basé sur les inventions de Zoll, qui a vraiment fait chuter la mortalité de l'infarctus à l'hôpital. On voit bien comment toutes les pièces s'emboîtent. C'est logique. On a la détection précoce, mais le traitement d'urgence. Mais il restait un problème. La stimulation externe, c'était douloureux et ça ne pouvait être que temporaire. Oui, ce n'était pas une solution au long cours. Pour les patients comme celle qui avait tant marqué Zoll au début, ceux avec un bloc cardiaque chronique qui cause des malaises, des syncopes à répétition. La maladie de Stokes-Adams, typiquement. Voilà, il fallait une solution durable. Et c'est la dernière grande étape de ses travaux majeurs. Entre 1960 et 1964, avec son équipe, il développe et perfectionne une méthode pour stimuler le cœur de façon permanente, grâce à un appareil implanté chirurgicalement, le stimulateur cardiaque. Le pacemaker. La source note qu'il a aussi été utilisé pour certains cas d'insuffisance cardiaque avec un rythme lent. L'impact est juste colossal. Le document cite une estimation, plus d'1 million de porteurs de pacemaker rien qu'aux États-Unis aujourd'hui. Le pacemaker implantable a radicalement changé le pronostic et surtout la qualité de vie de millions de personnes dans le monde. C'est vrai. Des gens qui étaient condamnés à une vie limitée par la peur de la prochaine syncope ou par un essoufflement constant, ils ont pu retrouver une existence quasi normale. C'est vraiment une des plus belles réussites de la technologie médicale du XXe siècle. Absolument. Et la source apporte une nuance intéressante d'ailleurs. Zoll, au départ, préférait sa technique d'implantation, où les électrodes étaient cousues directement sur la surface du cœur, ce qui demandait une opération à thorax ouvert ou au moins une incision plus large. Ah oui. Apparemment, il était moins convaincu par l'approche transveineuse, celle où on fait passer l'électrode par une veine jusqu'à l'intérieur du cœur. Et pourtant, c'est celle qu'on utilise tout le temps maintenant. Exactement. C'est cette méthode transveineuse, moins invasive, qui est devenue la norme absolue aujourd'hui. Ça soulève une question intéressante. Comment un inventeur génial s'adapte ou pas à l'évolution de sa propre invention, quand d'autres voies peut-être plus pratiques émergent? C'est une bonne question. Ces travaux ont aussi bien sûr ouvert la voie à des recherches fondamentales sur la conduction électrique cardiaque en elle-même. Sur le plan de sa carrière, le document retrace une progression assez logique. À Harvard, à l'hôpital Beth Israel à Boston, il a dirigé la clinique de cardiologie pendant plus de 10 ans. Il a atteint le grade de professeur clinique émérite en 1977 et les distinctions évidemment ont afflué. On imagine. La source en cite plusieurs et notamment une qui est très parlante, le prix Albert Lasker pour la recherche médicale clinique en 1973. Oui, le Lasker. C'est une très haute distinction. On dit souvent que c'est l'antichambre du Nobel aux États-Unis. Ça situe le niveau de reconnaissance par ses pairs. Clairement. Sur le plan personnel, le portrait qui est esquissé, c'est celui d'un homme décrit comme très privé, voire d'apparence sévère. Un peu austère, peut-être. Voilà, exigeant avec lui-même, avec ses collaborateurs, mais aussi capable d'une grande écoute et très dévoué à ses patients. Le fait qu'il faisait encore des visites à domicile, c'est assez révélateur, je trouve. Oui, ça montre un engagement très personnel. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, quel est le message essentiel qui ressort de ce parcours incroyable? Pour moi, le message clé, c'est vraiment l'incarnation quasi parfaite du chercheur clinicien pionnier. Zoll part d'un problème clinique, concret, d'une frustration vécue au lit du malade, face à une limite thérapeutique. Il ne se résigne pas. Non. Il mobilise sa formation scientifique, la méthode expérimentale, pour chercher une solution. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il ne trouve pas une solution, mais toute une série de solutions interconnectées, qui s'attaquent aux différents aspects du problème électrique cardiaque. C'est ça qui est fort. La stimulation externe d'urgence, la défibrillation, le monitoring pour guider tout ça, et enfin, la stimulation interne chronique. C'est cette approche systématique, cette construction brique par brique d'un nouvel arsenal thérapeutique qui a révolutionné la cardiologie. Comme le conclut la Memorial Minute, ces travaux sont une cause directe, majeure, de la baisse spectaculaire de la mortalité et de la morbidité cardiovasculaire qu'on a connue dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc, pour résumer notre exploration de cette source sur Paul Zoll, on a un médecin qui, marqué par le décès d'une patiente, est convaincu qu'il devait être possible de faire quelque chose, qui a méthodiquement développé les outils pour maîtriser l'électricité du cœur. D'abord la stimulation externe pour relancer un cœur arrêté, la systolie. C'est ça. Ensuite, la défibrillation externe pour réinitialiser un cœur en plein chaos électrique, la fibrillation. Oui. Puis le monitoring cardiaque pour détecter ces problèmes à temps. Indispensable. Et enfin, le pacemaker implantable pour traiter les problèmes de rythme lent de façon chronique. 4 piliers qui ont transformé les soins d'urgence et la prise en charge long cours.
et qui sont partout dans la médecine actuelle. Absolument. Son histoire nous rappelle vraiment la puissance de la démarche scientifique appliquée à un problème clinique, alliée à une persévérance hors norme, même face au scepticisme initial. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour conclure peut-être. En écho aux premières difficultés de Zoll, le document mentionne bien la résistance éthique, le doute de certains de ses pairs face à l'idée de manipuler électriquement le cœur, de jouer à Dieu. Oui, c'est vrai. Ça nous amène à nous interroger comment les innovations médicales d'aujourd'hui, qui soulèvent des questions parfois vertigineuses, on pense à l'intelligence artificielle pour le diagnostic, le pronostic, aux thérapies géniques qui modifient notre patrimoine, comment est-ce qu'elles naviguent des dilemmes éthiques, sociaux, même économiques qui sont similaires? Qu'est-ce que l'histoire de l'acceptation des travaux de Zoll peut nous apprendre sur la manière dont nos sociétés intègrent ou résistent aux révolutions médicales? C'est une question très actuelle. C'est une question qui reste, oui, d'une actualité brûlante.